C'est l'information principale en matière d'information nationale. 9 interpellations dans l'enquête sur la mort de Quentin Desranques. 2 collaborateurs du député La France Insoumise Raphaël Arnaud figurent parmi les suspects placés en garde à vue, explique le journal Le Monde, dont plusieurs appartenaient au groupe antifasciste La Jeune Garde. Pour en parler, je vous ai invité Marc Lazare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po, professeur de relations franco-italiennes pour l'Europe à l'Université Louise de Rome. Et on vous doit notamment une histoire du populisme en France, parue chez Gallimard, une histoire intitulée Pour l'amour du peuple. Je vous ai invité pour cette histoire du populisme, aussi pour votre connaissance de l'Italie, l'Italie avec les années de plomb. On va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, votre réaction à cette information qui occupe la une de l'actualité. Bah, évidemment, c'est un drame. D'ailleurs, je remarque, puisque vous évoquez l'Italie, qu'on en parle aussi beaucoup et il y a des explications à ça. Bien évidemment, c'est un drame On épouvantable. en parle en Italie. Oui, on en parle en Italie, mais c'est un lien avec ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire se souvenir en permanence des années de plomb, et puis aussi parce que la droite en profite en Italie pour faire une attaque systématique contre la gauche. Mais dans le cas français, je crois que, ça démontre une forme évidemment de polarisation et de radicalisation politique et violente, qui vient en l'occurrence, semble-t-il, alors il faut faire très attention, moi je ne suis pas Oui. un juge d'instruction de ceux qui Tous ont ces- été Toutes responsables, les hein. personnes qui sont aujourd'hui en garde à vue sont présumées innocentes. Bien sûr. Et il y a, cela dit, on sait, un climat particulier à Lyon, notamment avec des activités de groupes d'ultra-droite et d'extrême droite particulièrement violents, de groupes d'extrême gauche aussi violents. Il n'y a pas que dans ces villes-là. Il y a un climat, je pense, qui est lié en particulier à deux choses en France. D'une part, évidemment, la montée du Rassemblement national et donc un climat à gauche de mobilisation anti-fasciste. Ça, c'est un élément important. Et puis, plus généralement, un climat de polarisation politique que l'on connaît, qui n'est pas simplement en France, mais qui est un phénomène qu'on voit maintenant dans beaucoup de pays, depuis les États-Unis jusqu'en Europe. Donc voilà, on est dans cette situation d'affrontement violent et particulièrement grave, et qui peut faire penser aussi à des comparaisons historiques qu'il faut manier plus exactement avec beaucoup Bien de sûr. précaution. Par exemple, les années 60. Parce qu'on voit qu'il y a un élément fondamental, notamment là à gauche, c'est la question palestinienne. La cause palestinienne a suscité une indignation considérable dans une fraction de la jeunesse, notamment la jeunesse universitaire, la jeunesse scolarisée, et des manifestations justement souvent violentes. Et ça, c'est un élément important. En Italie, dans les années 60. Alors, dans l'Italie, dans les années 60, c'était pas évidemment la Palestine, hein. Enfin, ça a commencé à l'être, mais c'est surtout la cause vietnamienne, comme en France d'ailleurs, hein. C'était la guerre du Vietnam qui a été un des grands éléments de mobilisation. L'Italie, à partir des années 60, connaît une vaste mobilisation sociale, un énorme mouvement ouvrier, étudiant dans toute la société qui déferle à partir des années 60. Vous savez, on a parlé d'un mai 68 rampant, hein, d'un automne chaud. Enfin, c'était des grands mouvements de contestation, et avec un certain nombre de groupes d'extrême gauche, surtout d'ailleurs en Italie maoïste. En France, il y avait des groupes trotskistes, c'était très peu le cas en Italie, qui progressivement vont critiquer très durement le Parti communiste italien pour ce qu'ils appelaient le révisionnisme, en gros le réformisme, la trop grande modération, qui avait en tête l'idéal de la résistance, le mythe même de la résistance armée, d'une révolution trahie, les causes justement vietnamiennes, la guerre d'Algérie, et donc qui voulait se confronter de plus en plus avec la police. Mais alors, Avec une police répressive par ailleurs. parce que la cause palestinienne est extrêmement populaire en Italie, plus probablement qu'en France. Marc Lazare, je parle sous votre contrôle. Oui, tout à fait. C'est ce à quoi on assiste en Italie. Là aussi, on voit des polarisations très importantes. D'abord parce qu'il y a toujours eu des activités de groupes néofascistes, de groupes fascistes, toujours. Je vais vous donner un exemple Y d'ailleurs. compris dans les années 60. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, le grand mouvement dans les années 60, le grand mouvement d'extrême droite, c'est le mouvement social italien, un parti néofasciste. C'est le parti modèle pour toute l'extrême droite européenne. Tous les militants d'extrême droite européenne font le voyage en Italie pour aller voir comment est organisé ce mouvement social italien.
et notamment présent dans le sud d'Italie, à Rome, dans un certain nombre de villes. Dans les années 60, il monte jusqu'à près de 6%. Jean-Marie Le Pen fait plusieurs déplacements en Italie pour voir comment est organisé le mouvement social italien, et la démonstration a été faite que non seulement il a pu prendre le logo, la fameuse flamme tricolore, qui bien sûr est bleu, blanc, rouge en France et pas vert, blanc, rouge comme en Italie, qui reste le symbole du Rassemblement national aujourd'hui, mais a reçu aussi de l'argent du mouvement social italien pour le Front National. Donc il y avait des liens très, très, très étroits, et il y avait des groupes par ailleurs à la droite du MSI, d'ultra-droite, qui étaient particulièrement violents. Mais pour répondre à votre question sur la cause palestinienne, c'est important parce que c'est encore une fois dans un contexte qu'il faut restituer. D'un côté, les activités des groupes néofascistes toujours aujourd'hui. En octobre 2021, c'est-à-dire sous le gouvernement de Mario Draghi, il y avait un mouvement Novax qui protestait contre justement la politique de vaccin, qui est d'ailleurs un élément important là aussi de la radicalisation à droite, et un groupe de fascistes du mouvement Forza Nuova est allé attaquer le siège de l'organisation de la plus grande confédération syndicale, la CGL, en octobre 2021. Et lorsque Madame Giorgia Meloni, qui à l'époque n'était donc pas présidente du Conseil, a été interpellée, elle a dit ben, c'est pas moi, c'est pas mon parti. Mais puisque vous parlez de la cause palestinienne, en novembre dernier, il y a eu une très grande manifestation à Turin, et près de 400 militants ensuite d'ultra-gauche se sont précipités dans les locaux du journal La Stampa pour détruire ces locaux, pour attaquer justement les locaux, alors qu'il y avait une grève des journalistes ce jour-là, en criant qu'ils ne faisaient pas ils ne donnaient pas une bonne information sur la Palestine, avec des menaces de mort contre les journalistes. Donc c'est un climat effectivement très très fort qui a existé en Italie, notamment sur les questions palestiniennes. Et puis depuis, on a eu pas mal d'incidents avec des groupes d'extrême gauche, à Turin le 31 janvier, récemment à Milan pour différentes manifestations, des sabotages de lignes de chemin de fer. Il y a un climat un peu tendu aussi en Italie. Mais alors, comment expliquer la coexistence ou la polarisation en Italie? Est-ce que ça n'est pas paradoxal donc d'avoir ces groupes d'extrême gauche violents alors même que l'extrême droite est au pouvoir? Alors, je pense qu'il faut prendre, si je te reprends à l'envers, c'est-à-dire que lorsque Giorgia Meloni, avec sa coalition, a gagné en 2022, il n'y a pas eu de réaction violente. Vous savez, on pense beaucoup qu'aujourd'hui, si le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027, il pourrait y avoir justement des réactions violentes d'une partie de l'extrême gauche en France. Ça n'a pas du tout été le cas. Peut-être parce qu'il y a eu un effet de sidération. La victoire a été très ample de cette coalition majoritaire. Mais ces groupes d'extrême droite, eux, ont senti en quelque sorte la possibilité d'agir encore plus facilement, et ont agressé à plusieurs reprises des militants d'extrême gauche, mais aussi tout simplement des personnalités de gauche, sans encore une fois que jamais le gouvernement ne condamne durement et j'allais dire fortement ces mouvements, en l'expliquant que c'était pas justement les partis, c'était pas leur politique et c'était pas eux, c'était pas leur parti, ils n'en étaient pas responsables. Et du coup, c'est vrai que du côté de l'extrême gauche et notamment à propos de la cause palestinienne, on a eu une radicalisation très importante. Et qu'est-ce qu'a fait Giorgia Meloni à cette occasion? C'est qu'elle en a profité pour faire une attaque contre toute la gauche. Et ça, c'est très intéressant parce que vous vous souvenez de l'assassinat de Charles Kirk aux États-Unis. Juste au lendemain de l'assassinat, l'administration Trump a accusé toute la gauche d'être responsable de cet assassinat. Et Giorgia Meloni a repris la même thématique. C'est-à-dire toute la gauche, par essence, par définition, est de toute façon violente. Et pourquoi c'est important dans le cadre justement de cette mémoire des années de plomb qui travaille la société italienne? Parce que du coup, elle a procédé à un révisionnisme historique en disant toute cette violence, plus de 400 morts pour raisons politiques entre 1969 et 1982 en Italie, la moitié à cause des attentats de l'extrême droite, des attentats aveugles, la moitié à cause des attentats ciblés de l'ultra-gauche, eh bien, c'était juste la responsabilité de la gauche. Je rappelle que toute jeune, elle a adhéré à l'organisation de jeunesse du mouvement social italien. Bon, ce qui veut dire que ces années de plomb, elles ont été émaillées par des attentats, la violence politique telle que celle qui a conduit à la mort de ce jeune militant d'extrême droite en France, Quentin Desranques, ça n'est pas la même chose encore que des attentats. En France,
Non, absolument. Non, Enfin, en France et en Italie. Oui. Est-ce qu'en Italie, il y avait également des bagarres de rue? Oui, bien sûr, si je veux dire, il y en a toujours eu. Il y en a eu donc dans les années 60. Il y en a encore parfois aujourd'hui, un peu moins. C'est plutôt des agressions justement des groupes d'extrême droite ou des groupes d'ultra-gauche, mais contre le gouvernement aujourd'hui, parce qu'il y a une radicalisation contre ce que ces membres de l'ultra-gauche appellent le gouvernement fasciste de Giorgia Meloni. Donc voilà, il y a ce climat incontestable. Il me semble que la situation française est très différente. Ces groupes qui s'affrontent aujourd'hui ne sont pas du tout dans la même logique que ce qui a pu exister dans les années 60 en Italie. Il faut faire très attention à cette comparaison. Et même si on compare, ce qui peut être intéressant, la jeune garde, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, avec les groupes d'extrême gauche dans les années 60. Hein. C'est intéressant de faire cette comparaison. Parce que les groupes dans les années 60 qui se mettent en place à une époque où le Parti communiste français est le premier parti à gauche en France. N'oublions pas, c'est le premier parti politique de la gauche qui encadre une partie de la société, notamment le monde ouvrier, mais qui n'encadre plus cette jeunesse qui est en train de déferler dans les années 60 grâce au processus de démocratisation du système scolaire et de l'université, et une partie de cette jeunesse qui est mobilisée autour justement de la cause vietnamienne, alors que les groupes d'extrême droite, notamment un groupe qui s'appelait Occident, défend justement l'intervention américaine et soutient l'intervention américaine au Vietnam. Les groupes d'extrême gauche soutiennent la lutte du peuple vietnamien. Et ces groupes, la jeunesse communiste révolutionnaire, dirigée par deux personnalités aujourd'hui disparues, Alain Krivine et Henri Weber, des groupes maoïstes, considèrent que le Parti communiste français est trop modéré, qu'il faut réutiliser une forme de violence à l'image et à la hauteur de ce que font les camarades Viet Cong, les camarades vietnamiens. D'où des affrontements importants avec la police, avec une référence à Engels. La violence est accoucheuse de l'histoire. Et avec une perspective à terme d'essayer d'organiser l'affrontement avec l'État, qui en France n'aura pas lieu. Même si après 1968, je rappelle qu'un certain nombre de groupes maoïstes se préparaient à la guerre civile. Serge July, qui va devenir un très grand journaliste, écrit avec entre autres Alain Gespard un livre en janvier 1969 qui s'appelle Vers la guerre civile. Hein. Donc il y a cette grande logique. Alors pourquoi tout ce développement? Parce qu'il me semble qu'actuellement, des mouvements comme la Jeune Garde, si j'ose dire, restent au combat antifasciste. Ils n'ont pas une perspective révolutionnaire comme avaient ces autres mouvements par le passé. C'est une différence importante. Parce que, donc, où sont les ouvrages théoriques qui accompagnent la Jeune Garde? Aujourd'hui, je ne crois pas. Je crois pas que c'est surtout justement l'idée de l'antifascisme fondamentalement, dans le cas lyonnais, donc lié à toute l'activité des groupes d'extrême droite, et puis avec l'idée justement, attention, la perspective du Rassemblement national, la grande progression du Rassemblement national à laquelle on assiste. Donc il faut se préparer à une sorte de no passaran, ils ne passeront pas. Et d'ailleurs, la Jeune Garde, dans son symbole, a ces trois flèches qui sont les trois flèches du KPD, du Parti communiste allemand, dans les années 30 contre le nazisme. Donc il y a toute une série de références comme ça, mythologiques, de la résistance antifasciste ou antinazie qui est mobilisée. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à ces comparaisons. C'est pas sûr que le KPD soit par ailleurs une bonne référence. Oui, comme vous le savez, puisque le Parti communiste à l'époque en Allemagne était aux ordres de Staline, et il y avait cette fameuse phrase que l'arbre nazi ne doit pas cacher la forêt social-démocrate, qui aboutit au drame justement. Une des raisons de la montée du nazisme, c'est-à-dire l'ennemi principal, ce n'est pas le nazisme, mais l'ennemi principal, c'est les socio-fascistes, c'est-à-dire la social-démocratie allemande. Donc faisons attention à toutes ces comparaisons. La terminologie de l'autodéfense. Alors ça, c'est très intéressant, Guillaume Erner, parce que effectivement, Manuel Bompard, encore hier, à France Inter, le matin, expliquait que la Jeune Garde, il considérait que c'était un mouvement antifasciste, et on sait maintenant qu'il y a des liens entre la France insoumise et la Jeune Garde, une forme d'affinité. Même le 30 avril 2025, Jean-Luc Mélenchon a largement défendu et même exalté l'action de la Jeune Garde antifasciste, et il a parlé d'autodéfense populaire. Dans le portrait que Le Monde a consacré à ce jeune homme disparu, on apprend que lui aussi faisait l'autodéfense. Alors cette conception de l'autodéfense, d'un côté autodéfense, de l'autre côté autodéfense populaire, c'est un concept très élastique, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste attendre celui qui va venir vous attaquer pour se défendre, ou est-ce que parfois il ne faut pas prendre l'offensive avant qu'il vous attaque? Donc ce concept de l'autodéfense, je crois qu'il faut le prendre avec beaucoup de précaution, et c'est un argument classique de l'extrême gauche, en France comme ailleurs, de dire qu'il ne pratique que l'autodéfense. Mais alors, ça aussi, c'est relativement nouveau. Est-ce qu'en
En Italie, vous avez aussi cette notion d'autodéfense avec des groupes... Non, non, actuellement, alors, d'une part, les groupes, encore une fois, d'extrême droite, fascistes, particulièrement actifs, ils ne parlent pas d'autodéfense, hein. Ils se préparent à des affrontements particulièrement violents, incontestablement, et encore une fois, ils sont passés à l'action. Moi, je parle ici de Forza Nuova, de Casa Pound et de multiples autres petits groupements comme ça, d'ultra-droite, qui sont très minoritaires, je le précise tout de suite, hein, mais particulièrement actifs, virulents, puis qui savent utiliser les médias, les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu, certainement, Guillaume Erner, et nos auditeurs aussi, ces manifestations où on fait le salut romain, où on fait ces rituels fascistes, où on fait ces défilés. Bon, c'est très important. Et du côté des groupes d'ultra-gauche, et notamment quand, par exemple, il y a eu cette attaque du journal La Stampa, c'est un journal respectable, un journal qui est considéré en plus aujourd'hui comme un journal d'opposition au gouvernement de Meloni, ça a été un traumatisme. C'est-à-dire que là, c'était Est-ce que c'est pas la particulièrement... stratégie habituelle du KPD? En Allemagne, dans les années 30. Est-ce Voilà. que c'était pas justement... Non, mais Non plus les menaces contre les la journalistes, nous social-démocratie. te tuerons. Et Madame Francesca Albanese, qui avait donc représentante de l'ONU, très active sur les questions palestiniennes, et qui avait fait cette déclaration sur un tweet qu'elle a retiré ensuite parce que ça avait créé un scandale en disant qu'elle n'était pas pour la violence, mais que c'était un bon avertissement pour les journalistes de la Stampa pour bien traiter la question du génocide à Gaza. Est-ce que ça n'est pas une stratégie habituelle dans les années 30? Il s'agissait donc de s'en prendre avant tout à la social-démocratie. Ce qui était bien en plus, c'est qu'elle était en étau. Prise entre le KPD et le parti nazi, absolument. Dans le cas français, pour en revenir, je crois qu'il faut être très prudent. Si vous me permettez, je voudrais le faire parce qu'effectivement, dans le livre Pour l'amour du peuple, j'ai consacré un chapitre à la France insoumise. Quand on lit les textes de la France insoumise, il n'y a aucune référence à la violence. Ça, je tiens à le dire. Il n'y a aucune référence. Il y a toute cette idée de la révolution citoyenne, de l'insurrection citoyenne, dans le dernier texte qui vient d'être publié et qui s'appelle Comment faire, bon, qui ne veut pas dire que faire. Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Clémence Guettet en sont les signataires. C'est un long texte qui fait référence au matérialisme historique, qui oppose le peuple à l'oligarchie. Eh bien, il n'y a aucune référence à la violence. Ça, c'est clair et net. C'est l'idée d'une révolution. Mais en même temps, le fait de parler en permanence de révolution citoyenne, d'insurrection citoyenne, le fait d'avoir un peu ces ambiguïtés par rapport à la jeune garde peut avoir un effet sur un certain nombre d'esprits excités. Merci Marc Lazare d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po et vous avez donc publié Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France entre donc le 19e siècle et le 21e siècle. C'est paru chez Gallimard. Dans une vingtaine de minutes, on va continuer d'évoquer cette violence en politique avec Didier Lesky, politiste, qui avait publié Rien que notre défaite aux éditions du Cerf, et Philippe Corcuve, professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, pour revenir sur la mort de Quentin Desrangues, survenue à Lyon samedi dernier, je vous ai invité, Didier Lesky. Vous êtes politiste, on vous connaît parce que vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais je crois que vous avez été jadis militant d'extrême gauche, et d'ailleurs, vous l'avez raconté dans un livre intitulé Rien que notre défaite, paru aux éditions du Cerf. Philippe Corcuve, vous avez au moins 2 raisons d'être là, et vous êtes professeur de sciences politiques à Lyon, et vous avez notamment écrit Les tontons flingueurs de la gauche, paru aux éditions Textuelles en 2024, et La grande confusion, comment l'extrême droite a gagné la bataille des idées, ça c'est aux éditions Textuelles également. J'ai dit 2 raisons. Vous êtes prof de sciences politiques et puis vous êtes aussi lyonnais, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous réagissiez à ce meurtre de Quentin Desrangues. Il y a au niveau lyonnais, d'abord il y a mon institution, puisqu'elle a beaucoup été mise en cause, Sciences Po Lyon. Je dois souligner le courage de la directrice, la juriste Hélène Surel, parce qu'on a beaucoup accusé de ne pas avoir interdit la conférence du Rima Hassan. Mais il faut savoir qu'elle défend la liberté d'expression, comme souvent les enseignants, et la liberté académique, et qu'en octobre dernier, il y avait une conférence sur les crimes de masse dans le cadre d'une formation de l'école de la magistrature à Sciences Po Lyon, une conférence de Yanis Roder, que les étudiants de la gauche radicale, syndicale et associative ont demandé l'annulation parce qu'il était sioniste, et que la directrice il le qualifiait comme tel. Oui, que la directrice a refusé, qu'ils ont essayé de perturber, mais que la conférence a eu lieu.
Et là, certains auraient voulu qu'on interdise une conférence parce qu'elle est antisioniste. Il n'y a plus beaucoup de gens qui défendent, disons, la liberté d'expression des deux côtés. On défend sa propre liberté d'expression. Je rappelle le mot de Rosa Luxembourg, qui est une personne chère à mon cœur depuis très longtemps. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Elle dit ça contre Lénine et contre Trotsky au moment de la Révolution russe, et elle-même est en prison. Donc on aurait beaucoup besoin dans la situation actuelle de vrais libéraux au sens du libéralisme politique comme Raymond Aron ou de libertaires. Et là, on a des gens qui défendent la liberté d'expression pour leurs amis et demandent l'interdiction de la parole de leurs adversaires. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un climat particulièrement violent à Lyon? Il y a un climat violent depuis une quinzaine d'années qui est entretenu particulièrement par les groupes d'ultra-droite, à la droite du Rassemblement national. Le média rue 89 Lyon a recensé 102 agressions physiques sur 15 ans, souvent impunies, avec des violences, des armes, etc. Donc on a un climat. Et un groupe comme la Jeune Garde a été constitué beaucoup plus tard en réaction à ça. Dans un premier temps, on a parlé d'autodéfense, dans un premier temps, dans une logique de protection, puisque ce qui était agressé, c'était des homosexuels, des migrants, des musulmans, des syndicalistes de la CGT, par exemple, des militants du Parti communiste. Donc c'était dans une logique de protection par rapport aux agressions. Et sans doute que j'avais quelques indices de ça depuis un certain temps, c'est qu'il y a eu un déplacement de certains milieux antifascistes, et certains sont en train subrepticement de passer de la protection, donc d'une violence défensive contre des agressions, à une violence offensive. Et donc là, on est peut-être dans ce moment, et c'est peut-être par mimétisme à l'égard par rapport à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il me semble que de plus en plus, il y a des ressemblances entre la culture viriliste des armes du combat d'un Papacito sur YouTube pour l'extrême droite et de leurs adversaires. Papacito, c'est un influenceur d'extrême droite. Et les mouvements, disons, de type la Jeune Garde. Didier Lesky. Oui, je crois que Philippe Corpuc a raison sur un point, c'est qu'on a une telle polarisation qu'on ne permet pas à certains de s'exprimer, en particulier dans les universités, par rapport à d'autres, et qu'il faut rétablir l'idée que dans les enceintes universitaires en particulier, il y a la possibilité de faire des débats, et ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a, puisque vous avez dit que j'avais été militant d'extrême gauche, il y a eu dans les années 70, au début des années 70, une réflexion, des débats au sein de l'extrême gauche sur justement l'utilisation de la violence et ne pas faire en sorte que ça dérape en guerre privée dans les affrontements avec l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est une guerre privée ? Entre 1971 et 1973, en particulier du côté de la Ligue communiste, il y avait des affrontements systématiques avec Ordre Nouveau, Occident, qui se passaient dans la rue, et puis avec des moments extrêmement intenses qui ont abouti à la dissolution de la Ligue communiste le 21 juin 1973, l'attaque d'un meeting d'Ordre Nouveau à la Mutualité. Et là, il y a une réflexion en disant, attention, on est en train de basculer dans autre chose. Et c'est pas nouveau, en fait, dans l'histoire de la gauche et de l'extrême gauche comme débat. Des affrontements violents, pas de mort. Non, il n'y a jamais eu de mort parce que justement, il y avait quelque chose qui était quand même assez encadré avec cette idée qu'il fallait... D'abord, c'était des services d'ordre un peu plus structurés, articulés sur un projet politique, voilà, et en tout cas du côté des trotskistes, l'idée qu'il fallait quand même maîtriser la violence, même si on a senti à un moment donné qu'on pouvait être entraîné. Et du côté du maoïsme, par exemple, la gauche prolétarienne a eu ce sentiment à un moment donné qu'elle allait être entraînée dans la lutte armée, comme on disait à l'époque, et elle va s'autodissoudre au moment où cela se pose. Voilà. Mais parce que justement, parmi ce bouillonnement théorique, c'est un terme neutre, Didier Lesky, est-ce qu'on justifie la violence ? Est-ce qu'on justifie la violence jusqu'au meurtre ? Est-ce que la lutte contre le fascisme peut justifier... Alors, il faut quand même rappeler le contexte. C'est-à-dire que quand, comme vous avez dit, j'ai adhéré à l'extrême gauche, l'Europe du Sud... Je n'ai pas dit que vous aviez
vous-même justifiez cette violence. Non, non, mais je m'écarte pas parce que j'ai participé à des manifestations violentes. Donc, par exemple, j'ai participé à des manifestations violentes contre l'ambassade d'Espagne au moment où des camarades allaient être garrottés. Si vous voulez, l'ambiance de la fin des années 60 et du début des années 70, c'est le Portugal qui est une dictature, la Grèce qui est une dictature, l'Espagne qui est une dictature, avec nos camarades, parce que c'était comme ça, qui se font tuer et où la question de la solidarité peut aller jusqu'à l'idée qu'il faut être violent. Mais il y avait une barrière symbolique qui était la mort de l'autre en France. Ça n'a pas été le cas partout, ça n'a pas été le cas en Allemagne, ça n'a pas été le cas en Italie. Mais en France, il y a eu ce réflexe-là qu'il ne fallait pas passer cette barrière, je dirais, de l'humain. Béni Lévy, par exemple, qui était Pierre Victor, le dirigeant de la gauche prolétarienne, eh bien, a dit stop au moment où Pierre Auvernais se fait assassiner à la sortie de Renault. Philippe Corcuff. Oui, je pense que la lutte antifasciste a une potentialité de ce type. Pourquoi ? Parce qu'elle a une possibilité d'absolutisation de l'ennemi. Parce que si on dit on a des fascistes en soi, on a des nazis face à soi. Donc des gens qui sont responsables de millions de morts, hein, si on va à la limite. Et donc, dans ce cas-là, ça peut amener certains à justifier de tuer. Hein, et donc c'est extrêmement dangereux. C'est un potentiel extrêmement difficile. Donc il y a un problème d'autocontrôle tout particulier. Et donc, d'où l'importance, disons, de la question de... Évidemment, il faut se protéger contre la violence d'extrême droite. Donc, il y a besoin de services d'ordre, etc. Mais le passage à la violence offensive est quelque chose qui peut être un dérapage facile dans la lutte antifasciste. Philippe Corcuff, c'est quoi la Jeune Garde et quel est le lien, la distinction, bref, que vous feriez entre la Jeune Garde et LFI ? La Jeune Garde, au début, c'est un groupe antifasciste qui, face à la situation lyonnaise principalement, va proposer... Ah, donc c'est lyonnais. Au départ, oui. Au début, ça naît à Lyon, en 2018. Et ça propose une protection face aux agressions qui sont sur le terrain lyonnais. Et donc, ça constitue peu à peu, disons, à travers les sports de combat, etc., des équipes de protection. Donc là, il y a ça. Ça, c'est légitime. Hein, c'est légitime. Le lien avec la France insoumise, au moment de constituer son organisation, Jean-Luc Mélenchon a besoin de troupes, de services d'ordre, etc. Il va adouber le responsable de la Jeune Garde, il va en faire un député. Ce responsable, c'est donc Raphaël Arnaud. Voilà. Et donc là, il y a un lien qui se fait. Il n'y a pas un lien avec les pratiques de la France insoumise, dans le sens où les militants de la France insoumise sont des militants sociodémocrates, je dirais, de gauche. C'est-à-dire le principal de ce qu'ils font dans la vie, c'est préparer les élections, hein, en distribuant des tranques sur les marchés. Mais il y a ce lien avec l'idée d'une ouverture sur la jeunesse, le rapport, disons, à l'extrême droite, etc. C'est un lien ténu. Ce n'est pas représentatif des pratiques de la France insoumise. Que font des militants identitaires lorsqu'ils protestent contre la venue d'une députée européenne qui symbolise la lutte des Palestiniens ? Est-ce que ça signifie qu'ils la considèrent comme une ennemie du fait de ses propos sur Israël, que c'est une ennemie parce qu'elle appartient à LFI. Bref, là aussi, il y a quelque chose à expliquer, puisque les relations entre l'extrême droite et Israël sont complexes, mais a priori, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans. Philippe Corcuff. Oui, la banderole du groupe d'extrême droite Némésis, c'était islamo-gauchiste hors de nos facs. Donc, c'est la demande, en fait, d'interdiction. C'est la réplique à fasciste hors de nos facs de la gauche. Hein. Bon. C'est une demande d'interdiction de ce qui se passe au nom d'une position qui serait, alors là, cette nébuleuse qu'on va appeler islamo-gauchisme, wokisme, lié à la cause palestinienne. Donc il y a cet élément qui joue. Mais l'extrême droite lyonnaise est très divisée là-dessus.
Par exemple, j'ai lu le communiqué sur les réseaux sociaux de l'amitié à Action française, dont a fait partie Quentin de Ranc. Et dans le communiqué, qui est Justice pour Quentin, on utilise le terme judéo-servile. Donc, il y a des composantes sionistes dans l'extrême droite identitaire, et il y a des composantes antisémites. Et Quentin de Ranc a circulé, on circule entre ces groupes. Mais donc, est-ce qu'on défend, Didier Lesky, même question, est-ce qu'on défend, je ne sais pas, hein, l'État d'Israël pour ses identitaires, ou est-ce qu'au contraire, on combat quelqu'un qui est assimilé, donc, comme vient de le dire Philippe Corcuff, à un islamo-gauchiste? Bon, mais là, en l'occurrence, pour Rima Hassan, il y a sans doute les deux. C'est-à-dire à la fois l'islamo-gauchisme et puis quelqu'un qui a des propos qui flirtent avec l'antisémitisme. Hein. Son dernier tweet sioniste, vous êtes pour nous ce qu'ont été les nazis pour vous, si vous voulez. On voit bien que là, on est dans une parole qui est antisémite. Et donc, la question, c'est d'abord, est-ce que ces 7 jeunes femmes qui sont là avec une banderole nécessitent un tel déploiement de force? Voilà. Non, parce que là, bon, évidemment, elle se défend de toute forme d'antisémitisme, mais ce qui est étonnant dans les nouvelles catégories auxquelles on assiste, c'est cette présence d'extrême droite, alors qu'on avait vu également une partie de l'extrême droite plutôt être favorable à la cause palestinienne. Oui, il y a eu une partie de l'extrême droite, et du reste, dans mon jeune temps, l'extrême droite était plutôt du côté de la cause palestinienne, par antisémitisme. Et je me souviens... Et une partie de l'extrême droite est toujours pour la cause palestinienne à Lyon. Parce qu'il y a beaucoup de groupuscules. La vieille extrême droite était historiquement par antisémitisme, en particulier dans les années 50, 60, du côté de la cause palestinienne, et ça a duré longtemps. En Italie, par exemple, vous aviez Marc Lazare, je crois, avant, il y a une partie de l'extrême droite qui a toujours été comme ça, et c'est pour ça, du reste, qu'il y a une convergence très forte. Et alors, sur la question comment le vivaient les gauchistes que vous étiez, qui eux aussi, pour la majorité d'entre eux, étaient plutôt favorables à la cause palestinienne? Oui, on était plutôt favorable à la cause palestinienne, mais il y avait à l'époque quelque chose qui était très net, c'est qu'on n'était pas antisémite. Voilà. Et qu'aujourd'hui, la question qui est posée, c'est comment une partie de la gauche et de l'extrême gauche n'a plus fait de l'anti-antisémitisme une valeur cardinale. Et c'est ça qui est en jeu. Voilà. Et à partir de là, se rajoute quelque chose qu'on voit bien, c'est-à-dire ce que vient de dire Philippe Corcuff, c'est-à-dire qu'on va dire de l'autre qu'il est fasciste et que le fascisme est aux portes et qu'il faut commencer à passer à autre chose, pas simplement à l'action électorale pour le combattre. Et puis, on va y rajouter le sioniste, hein, et on arrive à des choses complètement aberrantes. On a cet écologisme radical avec Andreas Malm qui nous explique une sorte d'anticapitalisme des imbéciles. Hein, où, le capitalisme détruit la planète. Au cœur du capitalisme, il y a les juifs. Hein, les juifs, ce sont des sionistes. Alors, lui, il parle d'Israël. Oui, enfin, il parle d'Israël, mais chacun comprend ce que ça veut dire. En tout cas, c'est mal interprété par une série de jeunes gens qui, malheureusement, aujourd'hui, sont dans une situation difficile à cause de mauvais maîtres, d'une certaine manière. Philippe Corcuff. Oui, je pense que la gauche a été déréglée, j'ai essayé de le dire dans la grande confusion, parce que j'appelle le confusionnisme, et un des terrains du confusionnisme, c'est que certains, dans la gauche modérée, de la gauche dite républicaine, ont choisi la lutte contre l'antisémitisme en minorant, voire en niant le racisme anti-musulman qui s'est développé dans la dernière période, et une partie de la gauche plutôt radicale a choisi la lutte contre l'islamophobie, à minorer, voire à créer des porosités avec l'antisémitisme. Et donc on est à une autodestruction de la gauche qui a oublié l'importance des convergences antiracistes. Je voulais vous poser une question sur les adultes, Didier Lesky. Lorsque vous étiez jeune gauchiste, que faisaient les adultes par rapport à la violence politique? Comment celle-ci était jugée? Parce que, bon, l'extrême gauche, vous étiez jeune et l'extrême gauche était très jeune, les plus âgés étaient communistes. Bref, comment ceux-ci réagissaient vis-à-vis de la violence juvénile?
D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a eu des débats extrêmement importants, en particulier en France, sur la question de l'utilisation de la violence pour ne pas faire comme ce qui était en train de se dérouler en Italie et en Allemagne. Et puis, il y avait même eu une discussion sur l'utilisation de la guérilla en Amérique latine. Tout ça faisait que on avait des anciens qui était quand même dans l'idée qu'il fallait pas qu'on dérive parce qu'il fallait être Bah en oui. lien avec ce qu'on appelait le mouvement réel des masses. si vous Les voulez. anciens, vous êtes gentils. Benny Lévy avait pas 30 ans Non, lorsque... mais dans le trotskisme, il y avait des anciens qui avaient adhéré. D'abord, une partie même des dirigeants, on a parlé tout à l'heure d'Alain Krivine et d'autres, ils avaient commencé, ou Daniel Ben Saïd, ils avaient commencé au moment de la guerre d'Algérie. Donc la question de la violence, elle était déjà posée. Et puis, il y avait des anciens qui avaient adhéré au trotskisme au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui essayaient de porter un discours en disant attention, si nous utilisons la violence de manière débridée pour aller vite, pour utiliser le langage de l'époque, l'État bourgeois nous rattrapera. Et d'une certaine manière, c'est ce qui est en train de se passer. Je veux dire, l'État est en train de rattraper ces jeunes gens qui étaient assistants parlementaires peut-être ou d'autres et qui ont dérivé dans quelque chose qu'ils vont payer très cher parce que les dirigeants politiques n'ont pas eu un discours suffisamment net pour pas utiliser la violence bêtement. C'était pas la critique traditionnelle de Lénine, par exemple, dans la maladie infantile du communisme. Bon, lui, il n'a pas peur de l'État bourgeois, parce que l'État, c'est lui, mais il a peur d'autre chose, Didier Lesky. Non, mais là, la question de Lénine, c'est la question de la démocratie. Et bien évidemment, dans cette façon d'aborder le débat et de ne pas laisser la place à l'autre. Philippe Corcuff a parlé de Rosa Luxembourg. Il y a quel est notre rapport global à la démocratie et dans ce rapport global à la démocratie, il y a l'utilisation ou pas de la violence pour éradiquer l'ennemi, si vous voulez. Et donc là, il y a un sujet majeur et la dérive qu'on est en train de connaître dans une partie de LFI, je crois, c'est de ne pas laisser la place à la démocratie et pour substituer à cela de la violence. Jean Lémarie. Et le drame de Lyon amène une question, j'y pense en vous écoutant tous les deux, messieurs. Est-ce que ce drame de Lyon est un cas à part, un cas lyonnais, avec l'écosystème politique lyonnais que vous venez de décrire, Philippe Corcuff, ou est-ce que c'est la préfiguration de nouvelles batailles et de nouvelles démonstrations politiques? Je rappelle que ces derniers jours, de manière sporadique, ici ou là, dans plusieurs villes, des néofascistes, des néo-nazis ont manifesté à visage découvert. On peut imaginer des choses similaires du côté de la gauche aussi. Encore une fois, s'agit-il d'un cas spécifique à Lyon ou d'une tendance qui est beaucoup plus inquiétante? Il y a une cristallisation particulière à Lyon. Après, il n'est pas impossible que ça fasse tache d'huile. Le problème, c'est que c'est l'usage aujourd'hui politicien de ce qui se passe et de cette mort horrible, de cet assassinat. Bon, c'est que on voit bien que la droite et l'extrême droite l'utilisent et se sont précipités sur les réseaux sociaux et les médias avant même qu'on sache quoi que ce soit sur ce qui s'était réellement passé. Et ont essayé de constituer la France insoumise comme quelque chose qui est en dehors de l'arc républicain, en le diabolisant. Et le Rassemblement national est devenu, disons, une force à l'intérieur de l'arc républicain admissible et normal. Donc on est dans une phase où on est en train de consolider la possibilité probable, d'ailleurs, de la victoire du Rassemblement national prochainement. Donc là, c'est l'effet politique de l'événement. Ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est pas très important par rapport à ces évolutions idéologiques qui dominent largement le débat. Un mot de conclusion, Didier Lesky. Moi, je ne crois pas que... j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de suite, si vous voulez. Je crois en plus que du côté de l'extrême droite, le fait qu'il y a la possibilité d'une victoire politique à travers les élections, limite d'une certaine manière les dérives. J'ai en tête le fait que les dérives, en particulier à l'extrême gauche, elles se sont beaucoup développées au moment où il y avait le sentiment que justement on ne gagnerait pas par l'élection. Action directe, c'est après 1978 et c'est dans les années 80. Les Brigades Rouges, ça a été aussi à ce moment-là. Et je pense que la raison d'ensemble devrait, pour tout le monde, être celle qui a été celle de l'extrême gauche après l'assassinat de Pierre Auverney. C'est-à-dire, on ne dérive pas. Les dirigeants de la gauche prolétarienne ont demandé à leurs militants de ne rien faire au moment de la grande manifestation de protestation après l'assassinat de Pierre Auverney.
Didier Lesky. On peut retrouver Rien que notre défaite aux éditions du Cerf. Philippe Corcuff, La grande confusion, comment l'extrême droite a gagné la bataille des idées, et Les tontons flingueurs de la gauche, 2 livres parus aux éditions Textuelles. Dans quelques instants, mes camarades Lucille Como et François Saltiel, et le 8h45, le journal d'Anne Lorchouin.